c'est une bonne première étape à la reconversion. Ce qu'il disait, pardon, il faut mettre plus fort, ou alors il faut que je parle plus fort. Alors je vais parler plus fort. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus ce matin samedi. On ne va pas perdre de temps, je laisse tout de suite la parole à Arthur, et je vais donner le micro à Colisée pour vous laisser faire l'introduction tous les deux. Merci à tous, bienvenue. Bonjour à tous, Madame la déléguée ministérielle, Mesdames et Messieurs. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation pour ce colloque sur la reconversion professionnelle et le retour à l'emploi. Je vais être très bref. Même si les situations varient énormément d'un individu à un autre, il y a plusieurs grandes problématiques, et deux en particulier, qui nous ont semblé émerger chez les victimes de terrorisme. La difficulté à garder son emploi précédent, comment continuer avec la diminution d'être qui frappe toutes les victimes, et également la volonté de reconversion, qui est liée à plusieurs choses, souvent une quête de sens. C'est un peu comment continuer le métro, boulot, dodo, purement alimentaire, quand on nous a rappelé aussi brutalement la brièveté de la vie. Donc le travail, c'est évidemment plusieurs choses. Il y a une dimension financière, mais c'est également une des clés de l'estime de soi, et c'est un des lieux de sociabilisation les plus importants. Et donc, dans le retour des victimes à la vie normale, l'emploi est tout à la fois une idée d'indépendance financière, mais également d'épanouissement personnel. Donc, en matière d'emploi et de reconversion professionnelle, en France, et notamment pour les victimes, il y a beaucoup de dispositifs qui existent, mais ils sont pour beaucoup peu connus, voire inconnus. Et on n'était pas sûr que les différents professionnels se soient déjà parlé ensemble une fois. Donc l'idée de Life for Paris, avec le soutien de la mairie de Paris, qu'on remercie encore une fois de nous accueillir, et de l'ONAC-VG, Collège du Bleuet de France, c'était d'organiser des tables rondes pour accompagner les victimes dans leur démarche professionnelle, pour permettre aux professionnels de se parler et pour vous permettre de poser des questions. Donc l'objectif du colloque, c'est une vue d'ensemble la plus large possible des dispositifs existants et de regrouper dans un même lieu tous les acteurs de la reconversion professionnelle. Je pense qu'Elisabeth Pelzé va nous donner son avis sur le sujet. Je la remercie encore d'être ici aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui sur ce sujet que je trouve particulièrement intéressant et qu'on avait bien identifié à la délégation interministérielle à l'aide aux victimes comme un des sujets majeurs pour permettre, dans un parcours de reconstruction des victimes du terrorisme et aussi d'autres victimes, comme étant une étape essentielle. En fait, dès le départ, dans le plan interministériel qu'on a adopté, il y avait un chapitre sur l'emploi. Et la première chose qu'on a faite, c'est d'organiser des tables rondes, et je rejoins exactement ce qu'Arthur disait, sur le fait que déjà, il faut connaître les dispositifs existants. Et je vous avoue que quand j'ai participé aux 4 tables rondes qu'on a organisées avec des thématiques différentes, les jeunes, le handicap, la reconversion professionnelle, c'est quand même un sacré maquis pour s'y retrouver. Parce qu'il y a en fait une pluralité d'offres de services, mais pour comprendre l'articulation entre les différents dispositifs, pour comprendre leur intérêt, pour comprendre comment est-ce qu'on peut rentrer dans ces dispositifs, c'est quand même pas si simple. Et je crois que c'est l'intérêt aussi de cette journée de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des échanges. Nous, les tables rondes que nous avions organisées, nous avons fait en sorte que tous les documents qui étaient donnés puissent être mis en ligne et puissent être finalement diffusés le plus largement possible. La deuxième chose à laquelle on était parvenu comme conclusion, c'était qu'il fallait une convention spécifique entre la délégation et Pôle emploi pour les victimes du terrorisme. Elle avait été signée en décembre 2017 et on a pu faire, au terme d'une année, un bilan d'étape. Cette convention avec Pôle emploi, et je pense qu'elle sera développée par Mme Dumont plus longuement, elle avait pour objectif, elle a pour objectif de définir dans chaque département la désignation d'un référent territorial Pôle emploi. La deuxième chose, c'était de former tous ces référents territoriaux à l'écoute aux victimes, à la capacité à avoir aussi des mots justes et à comprendre un certain nombre de situations. Et c'est France Victimes qui a formé l'ensemble de ces délégués territoriaux. Et je vous dirais, dans le bilan d'étape qu'on a fait, on voit encore qu'il y a de larges marges de progression
ne pas crier victoire, et je pense que pour chacun d'entre vous, intérieurement, vous savez ce que ça veut dire, parfois de manière très sensible. Et puis, ce qui était aussi important, c'est que dans tous les départements, quand il y a des comités locaux d'aide aux victimes, ces instances départementales, le référent territorial soit présent. Et je peux vous dire qu'à travers l'année qu'on a vu s'écouler entre les attentats de Trèbes-Carcassonne, celui qui a eu lieu dans le quartier de l'Opéra de Paris, celui de Strasbourg, eh bien, on a pu voir à quel point il était important que soit présent ce référent territorial de Pôle emploi. Et puis, pour les attentats qui ont eu lieu il y a déjà plusieurs années, je pense bien sûr à celui que vous avez connu, mais aussi à Nice, on a pu voir qu'à travers ce référent territorial sensibilisé particulièrement à l'aide aux victimes, il pouvait y avoir aussi des idées qui émergeaient, qui pouvaient être propres à la situation des victimes du terrorisme. Je vous donne un exemple. À Nice, il y a un certain nombre de victimes qui sont en arrêt maladie et qui voudraient reprendre un travail. Elles ne savent pas vraiment quand l'arrêt maladie va finir. Elles sont exactement dans la perception que Arthur Desnouveau a décrite, c'est-à-dire une quête de sens, une envie de faire autre chose, une incapacité à retourner dans l'emploi qu'on occupait avant l'attentat. Eh bien, il a été décidé de manière un peu dérogatoire que ces personnes-là pouvaient rencontrer à Pôle emploi leurs référents avant même que l'arrêt maladie se termine, pour préparer le retour vers l'emploi, ce qui aujourd'hui n'est pas normalement totalement possible. Et puis quand on a fait le bilan de cette première année de mise en œuvre de la Convention, il y a un certain nombre de choses qui nous sont remontées grâce à des témoignages de victimes. Et là, je pense que c'est très important qu'on ait aussi tout ça à l'esprit. C'est malgré la formation des référents territoriaux, il y a encore souvent beaucoup de maladresse. Moi, j'ai pensé à la bande dessinée Chronique d'une survivante, je crois qu'il y a Catherine Bertrand qui est dans la pièce, sur ces phrases maladroites qui peuvent être dites malgré la personne, comme « mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? Comment ça se fait que vous ne soyez pas venu nous voir avant ?» Ou les collègues qui sont parfois très maladroits. Donc, ce que nous avons aussi décidé, c'est d'essayer de recenser toutes ces maladresses, tous ces mots qui finalement blessent, et faire en sorte que cette formation soit encore améliorée et soit encore mieux perçue par les référents territoriaux dans toutes les dimensions humaines qui sont nécessaires. Alors notre souhait, c'est que ceux qui bénéficient aux victimes du terrorisme puissent aussi l'être pour d'autres victimes. Vous savez que ça c'est très important parce que c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup est perçu. Et ce que nous voudrions, c'est pouvoir étendre la convention que nous avons signée avec Pôle emploi à des victimes d'accidents collectifs ou des victimes de catastrophes naturelles qui sont souvent dans des situations analogues, c'est-à-dire brutalement une situation qui empêche de revenir vers l'emploi et qui doit finalement être accompagnée d'une manière spécifique. Donc c'est aussi notre souhait, plutôt vers la fin de l'année, de pouvoir étendre cette convention. Et puis dernier point, parce que je ne veux pas faire une introduction trop longue, c'est qu'on avait dans ces mêmes lieux, à la ville de Paris, organisé des assises européennes sur le thème de la résilience. Et la dimension de l'emploi et du retour vers l'emploi avait été aussi une dimension très importante de ce chemin de reconstruction. Et je crois que dans la plupart des États de l'Union européenne, il y a cette volonté aussi de prendre en considération comment les victimes du terrorisme peuvent être confrontées à des situations difficiles. Olivier Lapeau est présent le 11 mars à Bruxelles, le jour de l'hommage national des victimes du terrorisme, et ça a été dit aussi à plusieurs reprises dans des témoignages. Et aujourd'hui, cette volonté de travailler plus ensemble au plan européen, eh bien, comporte la dimension de retour vers l'emploi. Alors, je crois que vous avez aujourd'hui un programme qui est riche, parce que j'ai vu tous les intervenants, il y en a pas mal avec lesquels on a travaillé.
mais il y en a des nouveaux, bien sûr. C'est un sujet qui est majeur et pour lequel, moi, j'espère aussi, pendant la première table ronde, entendre encore des choses et des témoignages de votre part qui permettent d'avancer, de progresser. En tout cas, sans les associations qui nous boostent, on m'a demandé si j'avais une citation, j'ai dit non, j'en ai pas aujourd'hui, mais j'ai un beau mot que j'ai trouvé. C'est les associations sont des éveilleurs de conscience. Et j'y crois de plus en plus. Donc, tous ceux qui éveillent la conscience et qui permettent de la dynamiser sont ceux qui nous permettent aussi d'avancer. Donc, encore un grand merci. Et surtout, je vous souhaite de bons débats et peut-être aussi des idées qui permettront encore de faire progresser cette thématique. Merci, Mme Pelzé. Merci. Je vais accueillir tout de suite à la tribune nos intervenants de la première table ronde. Madame Dureau. On va demander à Madame Emmanuelle Duc de venir nous rejoindre, de Madame Firmine Dureau, Monsieur Bernard Colombard. Je dois avoir, oui, Maryse Laurenceau pour le CNAM. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, là, vous aurez une petite vidéo. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Pauline va effectuer une immersion d'une journée dans la... Alors voilà, le petit film, ça sera la présentation de l'AFPA. Les intervenants de l'AFPA n'ont pas pu être avec nous ce matin. On a récupéré un petit film et puis Madame Doug de l'ONAC va pouvoir nous en parler parce qu'on a discuté ensemble avant avec Cécile et on est prêt à répondre à vos questions là-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole à chacun de nos intervenants. On leur a demandé de faire une intervention de 5-7 minutes grand maximum. Une fois qu'on a un intervenant qui a terminé, je vous donne la parole pour une question sur cette thématique. Ensuite, je la reprends. On fait le deuxième intervenant. On vous distribue la parole. Comme ça, à la fin, il nous restera du temps pour discuter et que vous puissiez poser vos questions à chacun des intervenants. Et on a également un petit temps de pause. On ressortira prendre un petit café, un quart d'heure, 20 minutes en fonction du temps qui nous restera, pour que vous puissiez, les avez identifiés à la tribune. Si vous avez des questions plus personnelles à leur poser, ils seront, nos intervenants seront là pour ça. D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir rejoints ce samedi matin. Et je vous donne la parole immédiatement. Marie, on va réussir à mettre le support. On a quelques vignettes à chaque fois pour appuyer ce qui va vous être annoncé ou partagé. Madame Doug, comme ça, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés ce matin à ce colloque. Madame Pelcé et Monsieur Desnouveaux l'ont dit, le retour au travail, c'est fondamental pour tout le monde et c'est fondamental pour ceux pour lesquels ce point d'appui à un moment était brisé, comme ça a pu être le cas comme c'est le cas pour les victimes du terrorisme. Alors vous me direz pourquoi finalement pourquoi l'Office intervient-il dans ce domaine? Sans doute, la plupart d'entre vous nous connaissez-vous. Cela fait longtemps maintenant que nous travaillons avec le monde associatif et c'est fondamental. Donc je rappelle juste les textes depuis la loi du 23 janvier 1990. Les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, le CPMIVG, c'est affreux à dire, ces dispositions ont été étendues aux victimes des actes de terrorisme. Donc, pour faire plus court, on dit que vous êtes assimilés à des victimes civiles de guerre. Or, les victimes civiles de guerre peuvent être accompagnées par l'Office, ce qui nous donne la possibilité, depuis 1990, et évidemment beaucoup plus depuis, malheureusement depuis 2015, de vous accompagner au quotidien. Et quand je dis au quotidien, forcément, eh bien, ça concerne aussi la reconversion. Alors, sur la reconversion, quels sont les critères qui nous permettent de vous accompagner? Il y a deux choses importantes à dire. C'est que la première, c'est que l'ONAC n'est pas un leader
en matière d'accompagnement des victimes du terrorisme. Nous sommes là en subsidiarité de tous les autres acteurs. Alors, dit comme ça a l'air de dire, bon, ben, ok, mais alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on vient vers vous, ou vous venez vers nous, d'ailleurs, plus précisément, lorsque les autres acteurs ne peuvent pas intervenir. Alors, du coup, ça fait un peu bizarre que j'intervienne en premier, puisque tous les autres acteurs vont intervenir après moi. Mais bon, vous remettrez tout ça dans l'ordre. L'Office, c'est un peu la deuxième chance. Hein. Si Pôle emploi, pour X raisons, ne peut pas vous accompagner, ou si vous ne souhaitez pas y aller, ou voilà, pour X raisons, ou si vous y êtes déjà allé, mais que vous avez changé d'idée, et que vous ne pouvez pas être accompagné une deuxième fois par Pôle emploi, si votre reconversion intervient plusieurs années après l'attentat, eh bien là, il n'y a plus d'acteurs qui puissent vous accompagner financièrement. Je laisserai mes collègues en parler, mais c'est là que vous pouvez venir nous voir. Et c'est vraiment notre vocation que d'être votre deuxième recours. Et du coup, ça induit le deuxième élément, l'Office, dès lors que vous êtes ressortissant de l'Office vous accompagne jusqu'à la fin de vos jours, que nous espérons la plus tardive possible, mais jusqu'à la fin de vos jours. Donc si vous vous reconvertissez une première fois, soit avec l'aide du FGTI, avec l'aide de Pôle emploi, et énoncer le travail qu'ils font dans ce domaine, mais si 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, pour des raisons totalement différentes, vous souhaitez vous reconvertir encore, et nous sommes dans une société où on n'est plus dans une ligne droite, où on rentre dans la société de papa et on en sort à la retraite. C'est fini. Donc, vous avez le droit de changer d'avis 20 ans plus tard. Mais 20 ans plus tard, ce n'est pas le FGTI, et peut-être pas Pôle emploi, qui pourront vous accompagner. Vous commencerez par aller vers eux. S'ils ne vous accompagnent pas, nous pourrons le faire. Et c'est important que vous ayez toujours, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent nous voir, gardez l'ONAC, voilà, au fond de votre cerveau, dans une petite case, en disant, bon, s'il n'y a plus personne, il y a encore l'Office, puisque c'est à vie. J'ai que 5 minutes. Hein. Alors, sous quelle forme pouvons-nous vous accompagner dans le domaine de la reconversion? On verra juste après mon intervention le petit film de l'AFPA. Nous avons conclu avec l'Agence française de formation permanente des adultes un marché qui nous permet de préparer les personnes à leur reconversion. Nous avons de nombreux ressortissants, puisque c'est ce terme barbare que nous utilisons pour parler de vous et de toutes les personnes que nous accompagnons. Nous avons de nombreux ressortissants qui viennent nous voir en nous disant bah, « je ne veux plus rester là où je suis, mais je ne sais pas encore très bien ce que je veux faire ». Or, nous ne sommes pas des professionnels de l'accompagnement. Les professionnels de l'accompagnement sont à côté de moi. Donc, évidemment, si vous venez nous voir, c'est que vous êtes déjà passé par Pôle emploi. Et nous avons décidé de passer un marché pour pouvoir vous aider à trouver votre deuxième nouvelle voie. Donc, je laisserai Madame Lémonie et ses collègues vous le présenter dans le petit film, mais ça, c'est de l'accompagnement vers l'emploi. C'est vous aider à trouver. Je sais que à côté de moi se trouve également une personne qui fait des bilans de compétences. Donc, on est dans cette partie-là, en amont de la formation professionnelle. Et la suite logique, c'est de vous aider à financer tout ou partie de la formation que vous allez choisir à l'issue de cette période de bilan de compétences, accompagnement vers l'emploi. Ça, c'est vraiment l'aide matérielle concrète que nous pouvons vous accorder dans le cadre de votre reconversion. Et en complément, et ce sera mon dernier slide, puisque je peux laisser à mon partenaire l'occasion de parler aussi, tout le reste de l'accompagnement de l'Office est à votre service. C'est-à-dire, bien sûr, pour la reconversion, nous allons vous aider avec l'AFPA à faire vos choix, puis on va vous aider en finançant tout ou partie de votre formation. Je rappelle que la vocation de l'Office est d'aider
ceux qui ont le moins de ressources. Donc, il n'y a pas un dossier équivalent. Nous n'aiderons pas tout le monde de la même façon. Je sais que vous parlez entre vous. Les uns peuvent se dire, mais pourquoi l'Office a donné plus à telle personne et pas à moi? Toutes les situations sont individuelles, sont étudiées individuellement. Donc, ce sera fonction de vos ressources, du coût de la formation, tout ce qui entre en ligne de compte. Mais la formation, c'est pas tout. Il y a tout ce que j'appelle les à côté de la formation, le trajet, le logement pour le temps de faire la formation, l'accès à l'emploi. Pour, une fois que j'ai fait ma formation, pour entrer dans mon nouvel emploi, eh bien, il faut que je déménage, il me faut une voiture, il faut, que sais-je, un ordinateur, il me faut du matériel, de boucher, d'infirmier, peu importe. Sur tous ces points-là, et ce n'est plus de la reconversion, c'est ce que j'appelle les à côté, nous pouvons vous aider. Et c'est parfois déterminant. Il y a des moments où on n'est pas en capacité de financer, et c'est le cas de nombreux dossiers que nous voyons, de personnes qui disent bah, j'irais bien prendre ce nouveau job, mais je n'ai pas les moyens de financer la caution pour l'appartement, le déménagement que ça implique. Encore une fois, dans la durée et en subsidiarité de tous les dispositifs qui peuvent exister. Mais ça, c'est un travail qu'on fait avec vous. On détermine ce que vous pouvez demander et ce que nous pouvons faire en complément. Nous pouvons vous aider sur ces points-là. Et on fait un dernier point, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ça, je pourrais vous en parler toute la journée. Nous pouvons également aider vos enfants, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants pupilles de la nation. Les pupilles de la nation, je n'explique pas ce que c'est, mais si vous avez des questions, vous viendrez voir. Les pupilles de la nation sont ressortissants de l'Office et nous accompagnons régulièrement des pupilles de la nation vers l'emploi. Donc, enfin, en tout cas, en les aidant à financer une partie de leur stage de formation professionnelle. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, venez nous voir. Ils sont également ressortissants et nous pouvons les accompagner. Voilà, c'est très bref, mais je suis à votre disposition pour toute question. Merci pour cette présentation. Si vous avez une question, alors en dehors des statuts pupilles de la nation, on est d'accord, voilà, on peut en discuter avec vous et sur le département. Si vous avez une première question, le temps qu'on va, le film est prêt ou pas? S'il est prêt, on le lance. Sinon, vous levez la main, comme à l'école, et je vous emmène le micro. Oui. C'était juste une précision, parce que vous parlez vous avez presque toujours dit travail. Est-ce qu'il y a une notion du travail au sens très large, ou est-ce qu'on pourrait parler plutôt d'activité, de retour à l'activité, etc. Parce que c'est pas toujours côté emploi, travail, ça fait vraiment quand même salarié, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants. Voilà, c'est activité d'une manière générale. Il y a aussi des assos, il y a des mélanges d'associations, bénévolat, salariat dans les assos, etc. Ça dépasse souvent largement le cadre de l'emploi, du travail. C'est de reprendre pour la socialité, il n'y a pas que ça. Tout à fait, mais vous avez parfaitement raison. Là, on est sur un colloque de reconversion professionnelle, donc c'est vrai que j'ai utilisé ce terme de travail, mais plus largement, nous pouvons vous accompagner dans d'autres activités, ce que nous faisons d'ailleurs régulièrement, y compris d'ailleurs, mais alors du coup on dépasse à nouveau le sujet, y compris dans des activités de réinsertion sociale qui ne seront pas nécessairement des activités qui vont vous apporter une rémunération. Mais, voilà. Et là encore, eh bien, si c'est un projet qui vous permet de vous réaliser et qui va vous aider dans votre réinsertion plus globale, nous pourrons y participer. Merci pour cette réponse. On peut lancer le film de l'AFPA. Allez, c'est parti. 4 minutes. Bonjour, Jessiane Coin, consultante AFPA Transition. Bonjour, Benoît Amar, également consultant AFPA Transition. Comme vous le savez, nous n'avons pas pu être avec vous aujourd'hui, mais nous allons vous présenter notre façon d'aborder la question des transitions professionnelles. Et plus particulièrement, comment nous accompagnons les personnes vers une réflexion et une concrétisation de leur reconversion professionnelle et de leur retour à l'emploi. Les missions que nous réalisons pour l'AFPA sont toujours axées sur la transition professionnelle, qu'elle soit subie ou choisie. Au-delà des personnes souhaitant changer de métier ou d'activité,
avec lesquels nous réalisons des prestations comme des bilans de compétences ou des évaluations. Nous accompagnons aussi des personnes ayant subi une situation les obligeant à se repositionner sur le marché de l'emploi, suite à la perte de leur emploi, pour des raisons économiques ou bien pour des raisons de santé. Dans les deux cas de figure, notre travail se traduit par l'accompagnement de cette transition en amenant les personnes à envisager des perspectives professionnelles, en prenant en compte leurs attentes, la réalité économique et l'étude de faisabilité des projets travaillés. Nous amorçons ces changements en gardant une vision objective et réaliste du projet, en mesurant toujours l'écart entre la personne et le projet professionnel souhaité. Quelles sont les compétences actuelles? Quelles sont celles à développer? Quelle formation? Quelles sont les opportunités d'emploi sur la zone géographique de mobilité? Nos activités s'orientent vers les personnes, mais aussi vers les entreprises pour lesquelles nous intervenons et vers les territoires, en prenant toujours en considération dans nos missions la réalité économique territoriale. Nos actions sont en direction de tout public, jeunes, seniors, personnes reconnues travailleurs handicapés, publics fragilisés bénéficiaires du RSA, migrants. Des personnes ayant été victimes d'attentats ont ressenti le besoin, après ces événements, d'amorcer une réflexion sur leur devenir professionnel, axée sur la recherche de sens, ce qui les amène à démarrer une démarche d'accompagnement. L'accompagnement que nous proposons au service des ressortissants de NACVG, Office national d'anciens combattants et victimes de guerre, s'inscrit dans le cadre d'un marché tourné vers l'insertion professionnelle démarré en 2016. Les personnes ayant été victimes des attentats depuis 2015 bénéficient également de ces prestations du fait de leur rattachement à l'ONACVG. La mise en œuvre de cet accompagnement s'effectue toujours de manière concertée entre les services départementaux de l'ONACVG, du consultant AFPA et la personne. En fonction des besoins de chacun, nous pouvons aborder plusieurs thématiques au cours de l'accompagnement. La réflexion de la détermination d'un projet professionnel avec éventuellement la proposition d'une formation, ou bien l'acquisition des techniques de recherche d'emploi, comme le CV, la lettre de motivation, la connaissance du marché de l'emploi, mais aussi l'utilisation des réseaux sociaux professionnels, la préparation des entretiens d'embauche. La mise en relation avec des entreprises dès lors que le projet est validé et que la personne a acquis tous les indispensables pour lancer une recherche d'emploi active. Enfin, l'accompagnement à la validation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise. La durée de l'accompagnement est variable et modulable en fonction des besoins. Lors de nos entretiens, la posture en tant que consultant que nous adoptons est avant tout basée sur l'écoute et le recueil des besoins de la personne. L'objectif ne vise donc pas à forcément une solution de reclassement rapide, mais bien de faire progresser le candidat à son rythme. Précisons que la prestation se déroule sur l'ensemble du territoire. En espérant que ces mots vous ont permis de mieux comprendre ce que nous vous proposons, nous restons disponibles pour toute précision sur ces sujets. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci. Donc, les deux autres consultants ne sont pas là, mais vous avez vu, il y avait leur nom, ils sont présentés au début de la vidéo. On est en Facebook Live, hein, on n'a pas dit en intro, mais bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. Et évidemment, Cécile sera à votre dispo si vous avez besoin de les contacter, d'avoir une relation, mais peut-être que Mme Double pourra aussi vous compléter de l'information sur ce volet-là. On va passer tout de suite la parole à Mme Douro, parce qu'on a beaucoup de choses à discuter aussi, à se dire. Sur l'accompagnement qui peut être proposé, qui est proposé des actions concrètes par Pôle emploi. Marine, si tu veux bien nous remettre. Ah non, vous n'aviez pas de support, oui. Exact, oui, c'est ça. Donc voilà, le micro. Je vous laisse la parole pour justement compléter ce que vous disiez, préciser ce que vous disiez Mme Pessé en introduction. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités, d'avoir donc invité Pôle emploi à ce moment d'échange autour de la reconversion professionnelle. Comme l'indiquait tout à l'heure Mme Pessez, alors Pôle emploi effectivement a signé une convention qui nous engage à mettre à disposition dans tous les départements un référent territorial qui est le correspondant donc, du préfet et également des comités locaux d'aide aux victimes. L'objectif que nous poursuivons à travers la mise en place de ces référents territoriaux, c'est de pouvoir avoir une clé d'entrée pour les structures associatives qui veulent pouvoir signaler des situations particulières sur lesquelles il serait attiré l'attention de Pôle emploi
pour l'accompagnement d'une personne inscrite ou qui n'est pas encore inscrite à Pôle emploi. Et là, c'est vraiment un dispositif que nous avons choisi de mettre en place avec la délégation, vraiment dans une démarche expérimentale, de se dire que dans certains cas, une personne n'est pas encore prête à s'inscrire et à s'engager dans une démarche institutionnelle et continue avec un opérateur tel que Pôle emploi. Elle peut avoir besoin de pouvoir échanger de manière ponctuelle avec un conseiller pour pouvoir définir la suite qu'elle va donner à son parcours d'insertion professionnelle, quand est-ce qu'elle va le démarrer. Nous avons aussi abordé la question de l'accompagnement des personnes qui ont été victimes d'attentats avec beaucoup d'humilité. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on est dans une situation particulière que la grande majorité des conseillers de Pôle emploi ne connaissent pas. Et que cet accompagnement, nous sommes totalement conscients qu'en fait, il demande de pouvoir prendre en compte un certain nombre d'éléments touchant la personne dans son vécu, dans la manière dont on a pu vivre les choses. Tout à l'heure, il a été cité l'exemple, par exemple, de se dire mais pourquoi quelqu'un attend 2 ans avant de devenir un Pôle emploi? Et pour pouvoir éviter ces maladresses, et je suis totalement transparente et sincère avec vous, ces maladresses qui peuvent encore continuer à se produire dans les agences, et donc sans excuse. N'y voyez pas de mauvaise volonté ni de méchanceté de la part de nos conseillers, peut-être quelquefois de la maladresse et puis une spontanéité non maîtrisée. Et nous travaillons effectivement, nous avons travaillé avec France Victime sur un kit d'accompagnement à la professionnalisation de nos conseillers sur comment mieux prendre en charge ces entretiens pour pouvoir être sur effectivement un dialogue, un échange efficace où la relation de confiance arrive à s'installer. Donc, la deuxième action que nous avons donc menée courant 2018, ça a été de pouvoir déployer ce kit de professionnalisation dans notre réseau pour pouvoir renforcer les compétences de nos conseillers, leur aptitude à mieux accompagner les personnes dans ces situations fragiles. L'autre engagement que nous avons pris, bien sûr, c'est de pouvoir développer l'information sur le champ de l'insertion professionnelle que peut proposer Pôle emploi. À la fois en acceptant et en recevant des personnes dans les agences, inscrites ou non inscrites, mais également en participant à des réunions thématiques pouvant être organisées par les associations dans les territoires. De manière très concrète, quelle est l'offre de services de Pôle emploi dans les agences qui est aujourd'hui mise à disposition? Pôle emploi, en fait, quand une personne s'inscrit, je ne vais plus vous refaire le parcours, je suis désolée, je n'ai absolument aucune notion du temps, à un moment donné, il faut me dire de me taire. Je ne suis pas vexée comme ça, voilà. Donc, je vais simplement vous dire de me taire. Mais, voilà, juste vous dire comment fonctionne Pôle emploi. Vous vous inscrivez à Pôle emploi en ligne, sur pôle emploi.fr, où vous, effectivement, vous remplissez un certain nombre d'informations qui vous sont demandées, des informations qui vous permettent à vous de pouvoir, donc à la personne qui s'inscrit, de pouvoir réfléchir et commencer à se poser les quelques questions qui nous semblent être les questions clés sur le projet professionnel. Et puis, en plus, je suis myope, donc il faut me les dire de très près. Ok. Par contre, j'entends bien. Et puis le deuxième point, c'est aussi parce que ces éléments-là vont permettre aux conseillers de pouvoir préparer l'entretien en amont de la venue de la personne. Ces éléments nous permettent de mesurer quelle est l'autonomie d'une personne dans la capacité à pouvoir organiser, structurer sa recherche d'emploi, élaborer, construire son projet professionnel. Si nous nous rendons compte dans le cadre de l'entretien, si le conseiller ou la conseillère se rend compte dans le cadre de l'entretien que cette personne a l'autonomie de pouvoir organiser sa recherche d'emploi, dans ce cas-là, nous lui mettons à disposition et nous lui indiquons quels sont les outils, les services de Pôle emploi, mais également de ses partenaires qui peuvent être mobilisés. Nous avons développé toute une palette d'outils qui sont à disposition sur l'Emploi Store. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés directement par les personnes concernées, mais qui sont également des outils que je vous invite, je pense notamment aux associations accompagnantes, aux structures qui accompagnent. N'hésitez pas à utiliser ces outils-là, et nous sommes d'autant plus à l'aise de le dire que la plupart des outils qui sont sur Emploi Store ont été réalisés, conçus par des partenaires ou d'autres acteurs qui ont souhaité les mettre à disposition gracieusement
Donc n'hésitez pas à les utiliser. Il y a à la fois les outils très pratico-pratiques, préparer un entretien, travailler son CV, s'entraîner pour pouvoir suivre un entretien. Un certain nombre de tests qui sont également mis à disposition pour travailler sur le projet professionnel. Et à côté de ça, et ce qui est important pour moi de partager avec vous, c'est ce que nous faisons dans ce que nous appelons, nous, l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé, c'est l'accompagnement que Pôle emploi propose aux personnes qui n'ont pas cette autonomie pour pouvoir organiser leurs recherches et qui ont besoin d'avoir un conseiller qui va les guider. Et donc, cet accompagnement sera adapté, modulé, avec une intensité en termes de contact qui sont définis entre le conseiller et le demandeur d'emploi par rapport au projet. Ce conseiller référent n'est pas tout seul. Ce conseiller référent travaille dans une agence et il travaille dans cette agence avec des psychologues du travail. Aujourd'hui, dans chaque agence Pôle emploi, il y a au moins un psychologue du travail. Pourquoi nous avons choisi d'avoir les psychologues du travail dans nos agences? Parce qu'on se rend compte que dans un certain nombre de situations, le conseiller tout seul ne peut pas forcément débloquer les choses, ne peut pas forcément dénouer les choses, et que sur les entretiens un peu sensibles, et c'est souvent le cas dans le cadre de personnes qui ont été victimes d'attentats et qui restent encore dans des situations fragiles, ce n'est pas le cas de tous, mais pour celles qui le restent, de pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer un psychologue de Pôle emploi. Et globalement, dans les situations de reconversion professionnelle, qu'est-ce que nous allons vous proposer? Nous allons vous proposer une démarche qui est une démarche en 4 temps. La première, c'est d'abord de dire, voilà, est-ce que vous voulez vraiment changer de métier? Ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est se dire, voilà, je peux changer de métier. Et puis, identifier pour quelles raisons vous voulez changer de métier. Et savoir pour quelles raisons vous souhaitez changer de métier est un élément déterminant sur la manière dont on va vous accompagner. Et ce constat, il est important de le faire parce que lorsque les choses ne sont pas très claires, il faut savoir prendre le temps. Le projet professionnel se construit, mais nécessite du temps et des moments où on avance et puis des moments où il y a un moment des temps de réflexion. La deuxième étape, c'est le temps de l'analyse. L'analyse pour pouvoir identifier quelles sont les aspirations, vos aspirations, quelles sont les compétences que vous avez déjà pu acquérir et qui pourraient être remobilisées dans d'autres métiers. Nous avons aujourd'hui développé des outils autour de ce que mes collègues appellent l'approche par compétences, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas métier, on va parler de vos compétences pour pouvoir identifier quelles sont les activités et les métiers vers lesquels vous pourriez les remobiliser ou les compétences que vous pourrez adapter dans un deuxième temps. On ne fait pas tout ça tout seul. Généralement, on le fait avec d'autres, et notamment quand je parle de préparation, d'approche compétences, d'exploration, on va s'appuyer sur des partenaires experts ou des prestataires qui sont experts pour pouvoir le faire. On ne le fait pas forcément toujours exclusivement en interne à Pôle emploi. Le troisième temps, et ce sont les temps qui vont structurer l'accompagnement, c'est pouvoir prendre la décision. Une fois que vous avez fait ce travail, que vous avez effectivement confronté vos aspirations, vos compétences à la réalité du marché du travail, à votre capacité à pouvoir effectivement vous dire, est-ce que je continue à vivre là où je vis aujourd'hui? Est-ce que je veux déménager? Est-ce que je veux vivre ailleurs? L'enjeu pour Pôle emploi, c'est de pouvoir vous accompagner dans ces freins périphériques qui pourraient bloquer votre projet, c'est-à-dire les questions de mobilité, les contraintes liées à la méconnaissance du marché du travail, des nouveaux métiers, en vous permettant de pouvoir réaliser les immersions en entreprise à travers une prestation aussi horrible, je vous dirais, une prestation d'immersion en entreprise, que vous pouvez solliciter aussi. Pas forcément attendre que le conseiller vous le propose, savoir que vous pouvez aussi solliciter la possibilité de faire une immersion dans une entreprise pour pouvoir découvrir un métier, découvrir un environnement de travail, pour pouvoir voir s'il peut vous convenir et vous accompagner. Et rapidement, le quatrième temps. Et le quatrième temps, merci, là effectivement c'est le temps de la réalisation du projet. Et là, le conseiller va vous accompagner dans la recherche des financements qui peuvent être nécessaires pour une formation. Quand on va accompagner dans la recherche d'entreprise, nous avons des conseillers dominants d'entreprise dans les agences, ce sont des conseillers qui travaillent directement avec les entreprises. Et nous allons demander donc à ces conseillers dans ces situations de promouvoir votre profil auprès des entreprises avec lesquelles ils ont des relations privilégiées. Et pour pouvoir faire tout ça, nous avons un certain nombre de prestations, je le répète. On ne travaille pas tout seul. Je tiens vraiment à le dire, on travaille avec nos compétences, les compétences de nos partenaires et les compétences de nos prestataires. Notamment, il y a une prestation qui me semble intéressante dans ces situations-là. C'est la prestation qui s'appelle valoriser son image professionnelle, parce que c'est une prestation qui va permettre effectivement de pouvoir travailler sur la reprise de confiance en soi.
C'est un élément particulièrement fragile pour les personnes fragiles, notamment après des situations d'accident de santé. Savoir aussi comment se présenter à un employeur quand on a ce que les gens appellent un trou dans son CV, parce qu'on a connu une période de santé ou d'accident. Comment le dire, comment en parler, comment ne pas en parler. Voilà, c'est tout ça que ces prestataires de Pôle emploi peuvent vous accompagner à faire durant cette prestation, valoriser son image professionnelle. Merci, Madame Bureau. La première ou le premier qui lève la main a le droit de poser sa question tout de suite. C'est au fond. J'arrive. Alors moi j'ai une question très pratique. Pour solliciter un entretien avec soit le référent territorial, soit le psychologue du travail, est-ce que cela doit obligatoirement passer par une inscription à Pôle emploi en ligne? Oui, à peu près, c'est bon, vous m'entendez mieux là. Vous m'avez entendu pour la première partie? Excellent. Donc, est-ce que ça doit automatiquement passer par une inscription à Pôle emploi, sachant que derrière cette inscription entraîne un certain nombre quand même d'obligations administratives? C'est le cas pour toutes les personnes dans le cadre du droit commun. Si vous souhaitez simplement, par contre, comme cela vous a été indiqué au début, pour les personnes qui ont été victimes d'attentats, vous pouvez prendre contact avec le référent territorial qui va organiser ce rendez-vous particulier pour vous. Alors, donc on a communiqué la liste des référents territoriaux qui est à disposition et qui est donc annexée à la convention que nous avons signée avec le secrétariat d'aide aux victimes. Vous pouvez donc avoir cette liste de référents territoriaux. Si vous ne l'avez pas à disposition, on peut se voir après, je peux vous prendre vos coordonnées et vous communiquer les coordonnées du référent de votre territoire. C'est quelque chose à vous dire. Franchement, ça vaut le coup parce que j'ai eu très récemment un cas d'une personne qui habite dans une région en France, qui est victime. Ah, c'est peut-être vous? Je ne me rappelle même pas le nom. Bon, elle habite dans une région en France. Elle veut déménager avec sa fille. Et elle dit, moi, je voudrais arriver dans cette région du Sud avec déjà une recherche d'emploi amorcée. On a appelé le référent territorial qui nous a dit, d'abord, cette dame, elle a qu'à m'appeler maintenant, avant même qu'elle soit arrivée dans la région du Sud. Il nous a donné son portable pour qu'elle puisse l'appeler. Et il a dit, je ne vais pas l'obliger à venir déjà me voir, je vais faire tout par téléphone. Et quand elle arrive dans la région du Sud, on peut mettre en place les choses. Donc, la liste des référents, alors normalement, nous, on l'avait communiqué aux associations, mais elle est en ligne. Si vous avez, par exemple, même un souci, par exemple, le téléphone a changé, vous nous appelez et nous, on pourra toujours vous donner le numéro actualisé. Mais il y a vraiment, l'idée, c'est d'avoir un lien qui puisse se faire directement. Je peux juste rebondir une seconde sur les propos de Madame Dureau et d'Elisabeth. Par rapport à la liste des référents, Carole, vous connaissez notre activité et notre réactivité sur les réseaux sociaux. Elle a été publiée à plusieurs reprises. Et juste sur cette convention qui a été signée entre la DIAV et Pôle emploi 1er décembre 2017, on vous l'a peut-être un petit peu, nous, vendu un petit peu trop tôt. Les choses n'étaient pas encore en place alors qu'elles étaient. Voilà, les gens étaient en train de se former chez Pôle emploi. On commence à récolter les fruits de ces choses-là et c'est chouette. On a le cas chez nous de 2 membres Life for Paris qui effectuent actuellement une reconversion professionnelle et on a avec des formations très coûteuses. Et on a obtenu, grâce à l'ONAC et à Pôle emploi et des acteurs du retour à l'emploi, un beau financement sur ces 2 formations. Donc voilà, cette convention commence à porter ses fruits. Nous, on est très contents. Merci Cécile pour la précision. J'ai vu beaucoup de mains se lever. On continue si vous voulez bien et puis on revient après, comme je vous avais annoncé au début, une question par thème et puis derrière on verra, mais j'ai repéré qui souhaitait prendre vraiment la parole. Mme Laurenceau, bonjour. Merci à vous également d'être parmi nous. Vous êtes psychosociologue au CNAM. On a déjà fait ensemble des belles choses avec le CNAM. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on peut faire avec vous sur cette thématique de reconversion professionnelle. Ok, merci. Donc en effet, je
je suis là au nom du CNAM. Je suppose que tout le monde connaît le Conservatoire national des arts et métiers, je le précise quand même, grand établissement public de formation d'enseignement supérieur. Il se trouve qu'au CNAM, il y a un centre de bilan de compétences dont je fais partie. Nous sommes une douzaine de personnes. Ça va? Non, ça va pas, ça va mieux. Effectivement, en 2017, Life for Paris est venu nous retrouver et nous a demandé de réfléchir à un dispositif d'accompagnement qui puisse soutenir les victimes des attentats dans leur désir de retour à l'emploi. On s'est penché, cette demande a mobilisé beaucoup de nos psychologues du travail dans cette équipe de 12 personnes, mais on n'est que 3 ou 4 à s'être mobilisés et donc à avoir cherché, avoir réfléchi à cette ingénierie pédagogique pour essayer de proposer un accompagnement qui soit spécifique et qui tienne compte de votre réalité autant qu'on pouvait l'envisager. En discutant entre nous sur ce que vous pouviez avoir vécu et ce qui s'était probablement transformé dans cette histoire-là. Voilà, du coup, on a créé un accompagnement qui s'appelle le BAPI. C'est un bilan d'accompagnement professionnel individuel de 21 heures en face à face avec un seul et même consultant. Quand on me demande d'intervenir sur le sujet reconversion professionnelle choisie ou imposée, sur le coup, c'est une question où je me suis dit, comme s'il y avait une forme d'irritabilité qui montait. Et puis au fond, je me suis dit, c'est vrai que c'est juste. Avec le temps, cette question peut se poser. Et je prends choisi ou imposé comme une polarité avec 2 axes. Effectivement, il y a l'axe de l'imposition et l'axe du choix. Et tous les gens qui vont venir nous voir vont osciller entre les deux pendant les 21 heures. Notre enjeu à nous, les consultants, c'est que ça devienne un choix. Mais ça n'est pas évident. Voilà. Vous parlez après de reconversion. Donc, c'est sûr que la reconversion, a priori, c'est le mot le plus juste pour accompagner cette transformation suite à une rupture fondamentale. Mais il y a quand même des gens qui sont venus nous voir avec l'idée de travailler autrement aussi, peut-être de garder le même métier, mais de ne pas l'exercer dans les mêmes conditions. Voilà, donc je tenais à spécifier ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut? Je vais donc témoigner dans les 5 minutes des enseignements. On a reçu depuis 2015, donc depuis 2017, pardon, jusqu'à aujourd'hui, une dizaine de personnes au CNAM. Et voilà, donc c'est très modeste comme retour, mais néanmoins, j'ai trouvé quelques petits enseignements à vous livrer. Il faut noter qu'on n'est pas le premier geste d'aller retrouver le travail. Il se trouve que la collaboration est arrivée en 2017, mais je pense qu'il y a une telle fracture, une telle rupture que c'est pas le premier mouvement. Voilà. Et quand ils arrivent 2 ans après, chez nous, là, on sent qu'il y a un désir qui a eu le temps de monter. Et qu'il y a une véritable envie d'amorcer une réflexion et de transformer ce vécu en opportunité. Mais je crois que ça tient au fait qu'il s'est passé du temps entre les deux. Quand ils arrivent, les personnes, donc certes, il y a cette attente qui est grande de vivre un changement, mais il faut noter qu'ils ont beaucoup de difficultés quand même, ces personnes, de concentration, de fatigue, des difficultés psychiques, de symbolisation, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à élaborer par moment. Il y a encore beaucoup de sidération, parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fragmentation qui a eu lieu. Ils sont souvent en état d'alerte permanente, il y a quand même des peurs qui se réactivent très vite. Le groupe, nous, dans le bilan de compétences traditionnelles qu'on fait au CNAM, il y a une alternance entre de l'individuel et du collectif, et on a repéré que le groupe n'était pas nécessairement ce qui leur convenait à ce moment-là. Enfin, je parle en général, pour moi, tout individu a son unicité, sa singularité.
mais j'essaie de vous livrer des enseignements, donc par définition, je fais du résumé. Et ils ont une capacité de projection réduite dans le futur quand même. Voilà, donc ils arrivent avec ces difficultés-là. Ils ont une représentation d'eux-mêmes assez dégradée, hein, une perte de confiance, comme vous le disiez, et une perte de désir aussi. Ils ont envie globalement de changer de vie et que le travail soit un levier pour retrouver du sens et vivre autrement. Mais quand on pose la question, le désir, il est dur, il est très dur à les trouver. Voilà, et toutes les fragilités antérieures sont amplifiées, en quelque sorte. Voilà pour vous dire à partir de quoi nous, on a réfléchi notre dispositif. Du coup, comment il se traduit dans la forme? Comment on tient compte de tout ça? En termes de forme, on a essayé de respecter leur rythme. On leur a demandé, mais les réunions de 3 heures, de 4 heures, c'est pas possible. Donc on est surtout sur des formats d'1 heure et demie, 2 heures. On peut faire des pauses, on respecte on n'est pas pressé, je veux dire. En termes de processus de fonctionnement de la personne, on sait que dans notre travail d'entretien, il va y avoir des moments de figé, de fixité. Voilà, on va respecter, on va détourner cette fixité par un changement de médiation, j'allais dire un autre travail. Il va y avoir des avancées, des reculs, c'est-à-dire qu'on ne se réjouit pas, nous autres conseillers, même si on est très content avec vous, quand on a projeté quelque chose, on se dit, bon, on va vérifier que dans le temps, ça se maintient. On essaie en termes de dispositifs de varier les modalités de travail. Hein. Il y a du dialogue, il y a des modalités discursives, créatives et expérientielles. On peut faire des petits exercices de corps. Le corps étant quelque chose d'éminemment important dans ce travail de remise sur pied, j'allais dire. Dans le fond, dans le contenu de notre approche, on travaille beaucoup sur les trajectoires personnelles avec un souci de créer de la continuité. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire en sorte qu'entre passé, présent et avenir, entre avant événement et après événement, on essaie de trouver la trace et la continuité. On fait aussi un travail sur l'arbre généalogique des métiers, c'est-à-dire avec quelle idée du travail vous avez grandi. Et si on fait toute cette histoire de tranche générationnelle, c'est aussi pour fortifier le socle, hein, et pour se dire qu'il y a des personnages dans la famille, peut-être des modèles identificatoires qui font qu'on peut s'appuyer là-dessus. Enfin, on essaye de soutenir le travail de projection, et je pense que toutes les médiations visuelles sont utiles à ça. En termes de résultats, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au final, j'ai l'impression que les personnes sont sorties, bien sûr, avec des projets. Elles ne sont pas nécessairement venues nous voir, je ne sais pas si elles les ont tenues, mais il y a quand même eu des inscriptions dans des formations, donc ça risque de fonctionner quand même. Et je peux dire que dans les logiques que j'ai vues des logiques de réparer les vivants ou de restaurer la santé, hein. Il y a beaucoup de projets où, par exemple, on avait des consultants informatiques qui sont devenus psychomotriciens, des chargés de projet marketing qui sont devenus infirmiers, urgentistes. C'est ce que j'appelle la logique de réparer les vivants, restaurer la santé. J'ai des logiques de retour à la matière ou aux activités manuelles, hein, comme si l'idée de construction et de construire était quand même capitale. Voilà, je pense à quelqu'un qui passait d'ingénieur biologiste à paysagiste. J'ai des logiques de sécurisation, hein, l'idée de lutter contre le morcellement. Et là, j'ai quelqu'un qui était journaliste pigiste, qui s'est battu pour un CDI. Et puis, j'ai des logiques de faire du beau, hein, d'embellissement. Et donc, il y a pas mal de gens qui reviennent à des projets artistiques. Voilà. Et comme vous l'avez dit au début en introduction, la reconversion professionnelle, elle vient soutenir le besoin vital. Hein, c'est devenu vital de retrouver du sens. Voilà. Merci Mme Laurenceau. On m'a transmis une question, comme ça on pourra enchaîner assez rapidement. Comme ça je prends la main sur la première question. Ça concerne uniquement les franciliens parisiens ou ça peut se faire dans des conservatoires des arts et métiers en région également?
Non, c'est le CNAM Paris. Le CNAM à Paris, c'est ça. Il faut venir à Paris pour profiter de cet encadrement. Sinon, on fait des bilans de compétences partout en France, mais cet accompagnement-là, voilà, c'est au CNAM à Paris. Oui. Pour prolonger la question, par exemple, est-ce que dans des autres villes qui ont été touchées par des attentats comme Nice, par exemple, est-ce que dans des autres villes, hein, je pense à Nice notamment, est-ce que des dispositifs existent aussi dans des endroits qui ont été massivement ciblés? Moi, à ma connaissance modeste du CNAM et de son agissement, pour moi, non, on est le seul au centre bilan de compétences CNAM Paris à avoir réfléchi à ça sous l'impulsion de Life for Paris. Ça ne s'est pas étendu pour le moment. Merci. Mais c'est un projet que nous allons avoir à Paris, je pense, l'étendre, parce qu'on a des victimes partout en France et même à l'étranger. En tous les cas, nous, voilà, on a vu que quand même 10 victimes, 10 membres à Life for Paris qui sont venus faire ce bilan, c'est important pour nous. Donc, on va essayer de l'étendre au réseau national chez vous. En tous les cas, c'est une de nos actions à venir. Merci pour cette présentation. Monsieur Bernard Colombard, on va terminer ce premier tour de table avec vous. Le fonds de garantie, on le connaît. Tous dans la salle. Il y a des choses aussi à voir ensemble en termes de reconversion, d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc je vous laisse la parole. Et puis après, on aura ce temps d'échange ensemble où je reprendrai les mains qui sont levées pour interpeller tous nos intervenants. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans le cadre du présent colloque, Life for Paris a souhaité que le Fonds de garantie puisse faire une présentation de l'expérimentation qui est mise en œuvre actuellement au sein de cet organisme en matière de reconversion professionnelle. Alors, on va peut-être passer au deuxième slide, ça sera... Voilà, merci. Cette expérimentation est faite dans un cadre très précis, dans le cadre légal et dans un cadre conventionnel. Le cadre légal, je vais me permettre, à titre de préambule, quand même de rappeler quelles sont les 3 principales missions du Fonds de garantie. La première, et non des moindres, eh bien, c'est la prise en charge de l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme par une loi de 1986. Ensuite, en 1990, le législateur a souhaité étendre le champ d'attribution du fonds de garantie en lui confiant l'indemnisation des victimes d'infractions de droit commun par l'intermédiaire des CIVI, les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. Et enfin, en 2008, le fonds de garantie s'est vu confier le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, le SARVI. Pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu du champ d'activité que cela représente, au fonds de garantie, en 2018, ce sont plus de 74 000 victimes qui ont fait l'objet d'une prise en charge et ce sont plus de 403 millions d'euros d'indemnités qui ont été versés. Alors, face aux nouveaux défis auxquels le Fonds de garantie a été confronté, il a engagé une transformation en profondeur de ses pratiques par l'intermédiaire d'un projet d'entreprise porté par son directeur général, M. Julien Renski. Le projet s'appelle CAP 2020. Transformation en profondeur pour mieux comprendre les attentes des victimes et renforcer notamment leur accompagnement dans l'urgence, mais aussi dans la durée. Alors, cet accompagnement passe notamment par... non, on reste toujours sur le premier slide, merci. Cet accompagnement passe notamment par un renforcement de la qualité du service rendu aux victimes, avec une simplification des procédures, une présence sur le terrain rapide et au long terme, ainsi qu'une meilleure information sur les principes d'indemnisation, comme vous avez pu le constater, avec notamment la rédaction et la diffusion d'un guide de l'indemnisation, une charte de l'expertise médicale, la mise en place notamment également d'un médiateur au sein du fonds de garantie que toute victime peut saisir si elle estime que les engagements du fonds de garantie à son égard n'ont pas été respectés. Il faut également souligner la convention cadre que le fonds de garantie a signée avec l'État et qui fixe les orientations de cet organisme et notamment à promouvoir l'innovation au service de l'amélioration de l'accompagnement des victimes. Voilà, c'est l'intitulé précis. Alors là, on peut passer au slide suivant. C'est à ce titre qu'au Fonds de garantie, un groupe de travail a été spécifiquement créé pour réfléchir sur la reconversion professionnelle, l'accompagnement de la victime à ce titre. Alors, ce groupe de travail a été amené à réfléchir sur les attentes des victimes, sur les offres et solutions existantes, ainsi que les contributions que le Fonds de garantie pourrait apporter. Alors, initialement, je vais vous faire la genèse de ce projet depuis le début. Initialement, nous étions partis sur une approche globale du sujet,
avec une intervention prévue sur 2 niveaux. Le premier niveau est plutôt un rôle de conseil, c'est-à-dire que le fonds de garantie souhaitait pouvoir identifier tous les dispositifs existants pour pouvoir ensuite conseiller la victime qui en aurait besoin. Deuxième niveau d'intervention, pour le cas où le dispositif existant ne répondrait pas aux besoins de la victime, à ce moment-là, rentrer plus dans un rôle de partenaire via un réseau de prestataires pour apporter la solution aux besoins. Alors, concrètement, on s'est vite aperçu qu'établir une cartographie de tous les dispositifs existants était une tâche, on va dire, pas quasiment insurmontable, mais au vu du nombre des dispositifs existants et des problèmes d'interaction entre chaque dispositif, ce n'était pas une tâche qui incombait effectivement au fonds de garantie. Et donc, plutôt que de partir d'une approche globale, nous avons décidé de partir plutôt d'une approche individuelle, c'est-à-dire répondre aux besoins de la victime et construire autour d'elle un dispositif qui permettrait justement de lui faciliter le retour à l'emploi. Alors, donc, c'est le fameux partenaire pivot. Ne me demandez pas pourquoi cet intitulé qui a été retenu, on ne m'a pas demandé mon avis, c'est donc le partenaire pivot qui a été retenu comme intitulé. Alors, le partenaire pivot, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement gratuit, puisqu'il est pris intégralement en charge par le fonds de garantie, et facultatif. La victime est libre de l'accepter, c'est la moindre des choses, vous me direz, mais elle est également libre d'arrêter le dispositif en cours de route. Et ce, sans conséquence, bien entendu. C'est un accompagnement qui est proposé à la victime sous 2 conditions. Il faut qu'il y ait un préjudice professionnel imputable et indemnisable par le fonds de garantie. Et il faut également que la victime ne bénéficie pas déjà d'un dispositif existant d'aide à la réinsertion. Le fonds de garantie a souhaité avoir un rôle de complémentarité et éviter toute redondance avec les dispositifs existants. Alors c'est un accompagnement qui est basé sur le volontariat de la victime. Et ce volontariat, cet engagement personnel de la victime est matérialisé par une charte d'engagement que nous faisons signer à la victime. Alors, cette charte d'engagement rappelle surtout les engagements du fonds de garantie, mais il y a la notion d'investissement personnel de la victime à suivre ce processus. C'est un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de la victime qui permet de définir son projet, ses capacités, ses compétences, afin de construire un projet réaliste et réalisable. Alors, pour ce faire, nous mettons à la disposition de la victime un coach spécialisé dans l'accompagnement. C'est un professionnel donc, qui va réaliser sa mission de manière totalement indépendante et en toute confidentialité avec la victime. Le fonds de garantie, pour cette expérimentation, a lancé un appel d'offres et a recruté 2 cabinets de coaching en la matière. Alors, on va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qui se passe avant le lancement du projet professionnel. Je vais mettre non pas mes lunettes. Mais et le tour 2 minutes, s'il vous plaît. Ça va aller très vite, j'arrive à la fin. Alors, la première, bien entendu, c'est de pouvoir identifier les situations qui sont éligibles à ce nouveau process, avec, bien entendu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'existence d'un préjudice professionnel indemnisable. Vous m'obligez à parler de plus en plus vite, hein, mais bon. Il y a une analyse par le médecin conseil du fonds de garantie sur la situation médicale de la victime, une analyse également de sa situation socio-professionnelle, une analyse de ses besoins, savoir si elle bénéficie déjà ou non d'un dispositif existant et savoir si la victime a exprimé une attente particulière en la matière. Si toutes les conditions sont remplies, nous avons organisé une première rencontre entre le gestionnaire du fonds de garantie et la victime, en présence de son mandataire bien entendu, pour pouvoir déjà valider les informations obtenues, obtenir des informations complémentaires, valider ses besoins, lui présenter bien entendu la démarche et l'offre de service et recueillir son accord de principe en la matière. Nous lui laissons le temps de la réflexion. Et ensuite, si elle maintient son accord, à ce moment-là, une nouvelle rencontre est organisée, cette fois-ci avec le coach professionnel qui lui présente sa manière de travailler, d'appréhender la situation. Et à l'issue, une charte d'engagement lui est remise pour lecture, explication éventuelle et signature à terme. Et une fois que le tout est bien concrétisé, eh bien, la construction du projet professionnel personnalisé peut être lancée. Alors, je vous ai mis juste après, à titre
d'illustration un profil pré-identifié par le fonds de garantie qui peut répondre justement à ce process par un coach professionnel. Alors, c'est une personne, alors, vous ne pourrez pas identifier, on a changé quand même les données pour éviter toute identification de la personne, mais c'est un cas réel que j'ai eu à suivre personnellement. Donc, c'était un jeune homme qui était célibataire au moment des faits, qui avait un peu plus de 25 ans, un niveau PEP, et qui s'était lancé dans une société par Internet de vente par correspondance. Sa société était toute jeune, elle avait à peine un an avant les événements qui étaient survenus. Et à ce titre, il a subi une amputation du membre inférieur avec une complication au niveau de l'appareillage, ce qui fait qu'il est resté longtemps hospitalisé. Situation médicale actuelle, il est toujours en attente d'une consolidation médico-légale. Et situation socio-professionnelle, eh bien pour l'instant, c'est le néant le plus complet. Donc c'est une personne qui pouvait prétendre justement à bénéficier de ce coaching. Bon, je vais vous dire, hélas, elle n'a pas souhaité donner suite, elle s'est plutôt dirigée sur une aide par l'intermédiaire de Pôle emploi. Donc c'était son choix, et dans la mesure où il y avait déjà un dispositif existant, nous laissons les choses se poursuivre de cette manière, mais nous sommes toujours là au cas où, par la suite. Alors, à titre de conclusion, je voudrais juste dire que c'est une expérimentation qui a lieu au fonds de garantie, une expérimentation qui est très jeune, puisque les cas concrets pris en charge datent de moins de 9 mois. Donc le retour sur expérience est assez limité, et pour l'instant, nous ne pouvons en tirer aucune conséquence. Voilà. Merci, M. Bernard Colomba. Une première question au fonds de garantie, si vous voulez, et sinon j'ai repéré Serge derrière sur un moment d'intervention de Pôle emploi. Je vous donne la parole. Bonjour. Alors, ce dispositif, est-ce qu'il peut être il peut être accessible pour une victime qui son dossier est consolidé il y a plusieurs années, il y a un chemin de reconversion, la personne est perdue et elle décide éventuellement de faire appel au fonds de garantie pour cet accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Alors, il faut savoir que si l'état de santé de la victime est consolidé, oui, il y a toujours possibilité de pouvoir intégrer ce processus. Mais ce processus, si vous voulez, il n'est pas mis à la disposition pour l'instant des victimes. C'est nous qui choisissons les cas prédéfinis pour lesquels nous pouvons leur proposer d'intégrer ce processus, puisque c'est une expérimentation. Donc voilà. Mais tant que la victime n'a pas eu une indemnisation définitive de son préjudice... Donc voilà, c'est ça ma question. En fait, vous avez mis en place ça récemment. Une victime qui pourrait potentiellement être intéressée, mais elle a été victime il y a plus de 10 ans. Donc son dossier est donc terminé. Est-ce qu'elle peut revenir vers le fonds de garantie et expliquer que sa situation professionnelle a évolué, changé, et du coup peut-être bénéficier de cet accompagnement, ou alors c'est vraiment, ça intervient avant la phase d'indemnisation finale? Tout à fait. C'est plutôt ça ma question. Est-ce que dans la mesure où l'indemnisation 10-20 ans après, ou dans la mesure où l'indemnisation a été définitivement tranchée par un procès verbal de transaction ou une décision de justice, le dossier ne peut être réouvert que sur aggravation, une aggravation médico-légale constatée. Là, on n'est pas sur une aggravation, donc il faut que ça soit fait avant. Merci pour la question et la réponse. Je pense que c'était une relation relative à Pôle emploi, parce que c'est à ce moment-là ou plus global. Bonjour, Samuel Charon. Merci à l'ensemble des intervenants. Moi, j'ai une question très simple, c'est pour amorcer une démarche, par exemple au CNAM. Si je me présente à l'accueil du CNAM, quel est le justificatif que j'ai pour pouvoir être pris en charge? Je figure sur la liste unique des victimes, je suis membre de l'AFOR Paris, mais en dehors de ça, c'est la parole donnée en fait. Alors, par exemple, au CNAM, effectivement, ça concerne l'intégrer nos intervenants potentiellement. Oui, merci. Alors, pour la prestation dont je vous ai parlé spécifique, là, donc vous pouvez venir au CNAM, bien sûr, tout le monde peut venir au CNAM sans aucune difficulté. Pour se faire financer cet accompagnement, il y a deux possibilités, soit c'est l'employeur, soit vous êtes vous êtes encore salarié d'une entreprise et dans le cadre de leur plan de formation, ils acceptent de vous payer ce dispositif, soit c'est de l'autofinancement à partir des indemnités que vous auriez reçues à cette occasion. Ça, c'est pour, la prestation qu'on a réfléchi tout seul au sein du CNAM. Après, comme on fait des bilans de compétences, ce que je dis toujours, c'est que vous pouvez bénéficier de ce dispositif en faisant appel à vos OPCA
pour bénéficier d'un financement. Là, vous ne rentrerez pas spécifiquement dans l'accompagnement que je vous ai livré, mais en signifiant à l'arrivée au CNAM que vous avez été victime d'un attentat, on vous mettra une conseillère parmi les 4 probablement qui ont réfléchi pour être un petit peu plus juste auprès de vous. Voilà, simplement, il y aura, vous suivrez le programme des bilans de compétences classiques. Est-ce que c'est clair? Excusez-moi, on évoquait également les référents territoriaux de Pôle emploi, mais à l'heure actuelle, je n'ai aucun justificatif en tant que victime d'attentat. Je figure sur la liste unique des victimes, je suis membre de l'IFP, mais en dehors de ça, je n'ai rien qui l'atteste. Pour nous, au CNAM, vous avez besoin de rien. Je vous ai parlé des modalités de financement des accompagnements et on ne regarde pas ce genre de... Cécile, tu veux compléter? Alors, bon, je pense que tu as en tête l'histoire des fausses victimes, Samuel, en parlant de ça, qui était adhérente chez nous. Nous, maintenant, on est vraiment très vigilants et... Alors, ça sort un peu du contexte du retour à l'emploi, je suis désolée. Hein. On est très vigilants maintenant sur les nouvelles adhésions. On a essayé avec Marine de remettre au point et de revoir toutes les pièces justificatives qui avaient été faites, même si certains ont trouvé ça bizarre qu'on les redemande. Ben voilà, on fait le travail. On travaille beaucoup avec la DIAV et je me permets de temps en temps d'appeler Monsieur Maïf pour avoir des confirmations quand j'ai un petit doute ou pas assez de papier ou voilà. Donc tout est vérifié. En général, pour les bilans, comme avec le CNAM, les choses ont été mises en place, Maureen, etc. Sur l'affinage de ce bilan, les choses ont été mises en place. Les adhérents Life for Paris passent par moi. Donc on va dire qu'il y a un premier, je dirais pas barrage, mais une première sélection qui permet de, quand la personne va au CNAM, elle dit qu'elle vient de notre part, donc ils savent exactement qui je leur adresse. Après, en termes de vérification, bah, c'est les pièces justificatives que vous connaissez. Dépôt de plainte, fonds de garantie, ressortissant de l'ACPG. Est-ce que Marine veut ajouter quelque chose là-dessus? Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Samuel? Et ben, on continuera tout à l'heure au café. On va réduire la pause. Un café, on a prévu une demi-heure, mais on a encore quelques questions. J'en avais une ici aussi par madame. Et puis après, levez la main et je suis à vous. Bonjour, moi je suis médecin du travail et je m'occupe de maintien dans l'emploi. Je m'occupe de maintien dans l'emploi depuis fort longtemps parce que je pense que si on gagne pas sa vie, on ne peut pas se soigner. C'est un peu basique. La définition de l'OMS est à juste de 47, 1900, bref. Donc j'avais 2 questions. C'était une à Madame de Pôle emploi. Je coordonne une cellule maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion professionnelle au sein de mon centre de santé au travail interentreprise. Donc, on a eu récemment la fusion des SAMET, les services d'aide au maintien des personnes en situation de handicap et de Cap emploi, qui était la même chose, mais versus Pôle emploi. Et nous n'avons jamais eu les coordonnées des référents départementaux, parce que ça peut nous arriver. Je travaille dans l'Ouest parisien et dans ma patientèle, j'ai 2 victimes définitives, je dirais, du chômagement, mais aussi des personnes touchées secondairement, des parents, des enfants, etc. Donc, j'aurais été heureuse de connaître les coordonnées de la personne départementale spécifique, même si je fais, moi, des fois, le bénéficiaire des différentes structures en appelant, et que j'ai bien remarqué qu'au téléphone, à Pôle emploi, on nous oriente directement. Je n'avais pas connaissance de ce dispositif qui pourrait rendre service à certains des bénéficiaires de notre cellule, enfin, de nos salariés ou de nos salariés. Je peux juste rajouter une chose parce que j'ai eu une question au fond de la salle en off sur le coût des bilans, Maryse. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, on va être totalement transparent avec vous. Si on passe par l'OPCA, enfin, par vos fonds de formation, on est sur un bilan à hauteur de 3 000 €, Maryse. Et si vous le payez personnellement, de vos fonds propres,
je crois que les choses avaient été négociées à un prix à 1500. Voilà, sachant que, évidemment, on reste à votre disposition pour mettre en place des aides au financement de ce bilan. Puisque ceux qui ont été faits, d'ailleurs, je crois que nous avons été aidés par l'ONAC. Merci Cécile pour les précisions. Donc sur la question plutôt, comment est-il possible de faire en sorte que en métier du travail, on puisse savoir, est-ce qu'il est prévu de relayer la liste des coordonnées des correspondants, des référents de Pôle emploi? C'est un point qu'on peut regarder ensemble. En fait, c'est vrai que ces référents territoriaux avaient été désignés surtout pour les associations d'aide aux victimes, pour que vous ayez un point de contact. On peut effectivement, dans le cadre du partenariat avec Cap Emploi, effectivement leur communiquer aussi cette convention, parce que ça peut leur être utile de manière large. Je pense à la fois métier dans l'emploi, mais également aussi sur l'axe accompagnement vers l'emploi des Cap Emploi, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Donc, je ferai le nécessaire, je communiquerai la convention au Cap Emploi. Alors, un complément, et puis après. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait aussi passer par la directe et la CRAMIF, puisqu'ils sont nos donneurs d'ordre. Il faut absolument que ces gens-là aient ce fil. Donc, ils arrivent peut-être jusqu'à nous. Médecins du travail, on est 25 la convention a été partagée avec la DGEFP. Et qu'est-ce qui n'est pas descendu? Voilà, du coup, je ferai le message. Merci. Une main s'est levée ici. Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est plutôt une réflexion que je porte. Donc, en fait, moi, j'ai été victime d'un attentat il y a maintenant 10 ans. Je suis ravie de voir, en tout cas, que les choses ont bien évolué. Mais je peux aussi noter qu'il y a quand même un cruel manque d'informations, parce que du coup, je découvre encore des possibilités aujourd'hui. Et en même temps, ça reste tout ça très très flou. Parce que le vécu, et là je pense que ça va peut-être, certains vont le comprendre, quand on est victime de terrorisme, on n'a pas forcément accès à toute l'information. Ce n'est pas des démarches qui sont faciles. On peut se sentir bien, avoir envie d'aller de l'avant et faire des choses. Mais parfois, c'est pas non plus toujours évident d'aller au contact de ces dispositifs-là, d'expliquer son histoire, parce que effectivement, notre statut nous donne accès à un certain nombre de choses. Et c'est toutes ces questions quand même, là où je vous écoute, il y a plein de choses et je trouve ça formidable, mais pour faire la démarche, si on veut la faire de manière autonome, si on veut se dire comment on la simplifie, ça reste encore très flou, très très flou. Ne serait-ce que, à titre d'exemple, là, il y a des référents territoriaux. Moi, j'ai fait une fois la démarche d'aller à Pôle emploi, de Vitalière-sur-Seine. Je n'ai eu aucune information, parce que je savais qu'il y avait cette convention qui avait été mise en place, etc. Mais les conseillers, personne n'était au courant. Et nous, on accueille cette information. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, mais c'est des choses qui peuvent arriver, mais en tout cas, c'est du vécu. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur un chemin de reconstruction, que j'ai fait plein de choses, et c'est un vécu. Et ce vécu, je le partage avec vous pour vous dire qu'on manque quand même d'informations. Et si on ne vient pas nous donner cette information, on est noyé. Peut-être que régulièrement mettre à jour quelque chose, transmettre l'information dont on a les coordonnées, ça faciliterait les choses. Voilà, merci. Merci. Si vous avez, je vous en prie, et puis après, on continuera la discussion. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et alors, je vais vous dire une chose horrible, mais globalement, ces situations-là, heureusement pour notre société, des situations comme les votes sont peu rencontrées par les conseillers. Et c'est pour ça que nous avons besoin, à Pôle emploi, de ce partenariat avec des structures associatives. Parce qu'elles peuvent être des relais d'information, parce que vous les identifiez, elles vous connaissent, et elles peuvent faire le pont avec Pôle emploi et vous donner ces informations. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, cette convention, on l'a signée le 1er décembre 2017. C'était une forte volonté du directeur général de Pôle emploi. Une fois qu'on l'a signée, on s'est rendu compte que nos conseillers n'étaient pas préparés à vous accompagner. Et donc, il a fallu avoir ce temps de travail avec France Victime pour pouvoir mettre en place ce kit. Aujourd'hui, un certain nombre de nos conseillers, pas tous, sont formés à pouvoir identifier et accompagner des personnes volontaires qui souhaitent être accompagnées par Pôle emploi. Je sais qu'aujourd'hui, on a encore besoin de mieux informer, de mieux communiquer. Il y a à la fois en interne et en externe auprès de la Convention. Mais en tout cas, pour Pôle emploi, nous on compte beaucoup sur les relais associatifs pour pouvoir faire connaître, parce qu'on sait que l'information en interne ne sera pas suffisante. Même si, de manière régulière, on met une couche, etc.
Merci Nabdo. Une dernière question. Ah, je suis désolé. Il faudra qu'on prenne un petit peu de pause. On a déjà grillé tout le temps de la pause café. On va prendre juste 5-10 minutes pour se souffler. Et j'ai pas une dernière question qui s'est levée. Madame s'est levée juste. Je vais essayer de faire vite. Non, ça allait dans le sens de ce que vous disiez. Moi, je suis allé voir un conseiller Pôle emploi qui a été un peu, donc effectivement, qui était gêné par rapport à la situation, chose que je comprends complètement. Par contre, là, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a possibilité pour nous de voir un psychologue. Enfin, qu'il y a diverses possibilités pour des victimes d'attentats. Moi, j'étais pas au courant jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre en place un mail par rapport à des victimes d'attentats qui explique simplement les possibilités qu'on peut avoir chez nous? Vous voyez, quelque chose de systématique, parce que effectivement tous les conseillers sont pas à même de nous tenir au courant de ça, donc peut-être quelque chose de systématique pour les victimes d'attentats. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on aurait du mal à le faire, mais et c'est légitime parce qu'on n'a pas accès à vos coordonnées, et c'est normal, et c'est bien que ça reste comme ça. Ce que nous, on peut faire, c'est, et ce que je retiens, si vous en êtes d'accord, c'est qu'à travers les structures associatives, on vous met à disposition une plaquette d'informations qu'on aura travaillée et qu'on va actualiser de manière régulière, ce qui nous permettra d'avoir un document qui référence un peu les services de Pôle emploi que vous pouvez mobiliser dans le cadre de votre recherche d'emploi. Tout ce que je vous dis là, au-delà du fait que les personnes qui ont été victimes d'attentats peuvent avoir accès à un conseiller de Pôle emploi sans être inscrit. Tout ce que je vous dis là, c'est l'offre de services de droit commun de Pôle emploi. D'accord? Le fait de pouvoir rencontrer un psychologue du travail, j'insiste bien là-dessus, parce qu'on restera il restera avec vous sous le champ, ou elle restera avec vous sous le champ de travail. On est bien là sous l'offre des services de droit commun de Pôle emploi. Donc, on reste le temps, je pense qu'il faut qu'on le fasse ensemble, de construire cette plaquette d'informations, mais de manière dématérialisée pour qu'on puisse la faire évoluer au fur et à mesure que l'offre de services de Pôle emploi évolue. Merci, Mme Douro. Cécile m'a dit, Mme Pelzé, je vous en prie. En fait, les questions que vous posez, elles sont révélatrices de ce que l'on rencontre dans tous les colloques ou autres, c'est souvent le manque d'information. Alors nous, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour donner l'information et on passe surtout par les associations, puisqu'on a convié Life for Paris, mais aussi 13-11-15, Françoise Rudzetsky, l'AFVT, etc., à toutes les tables rondes, à tous les bilans qu'on a fait sur les conventions Pôle emploi, mais probablement qu'il manque encore de diffusion pour l'ensemble des personnes. Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas adhérentes à des associations et qui ont besoin de cette information. Donc, il faut réfléchir à une manière encore plus large de diffuser l'information. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. En même temps, toutes les informations qu'on a données, elles ont toujours été diffusées par les associations. Et quand on a fait le bilan de compétences, on avait 111 victimes qui avaient pu bénéficier des référents départementaux. Et ce qu'on s'était dit, c'est que quand on allait se revoir en juin, on allait voir encore tout ce qui pêche, tout ce qui ne va pas, et comment améliorer encore le dispositif. Moi aussi, j'ai appris qu'il y avait 800 psychologues du travail sur l'ensemble du territoire, ce qui est quand même énorme. Et comment est-ce qu'on peut alors faire cette petite plaquette ou autre pour mieux diffuser l'information. Mais c'est vraiment notre souci. Et normalement, on avait mis à jour Guide Victime, et on l'a mis maintenant en espagnol et en anglais, ça va être bientôt en ligne. Et dans Guide Victime, qui alors là est vraiment sur les sites qu'on peut avoir en accès libre, on avait toutes ces informations. Mais vous voyez, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore cette demande qui est forte et qu'il faut donc à laquelle il faut répondre. Merci, Madame Pelzé. J'ai dit non à une question tout à l'heure. On se prend vraiment ce petit temps de pause. Elle concernait, merci pour la transition, vous avez dit traduire en anglais ou en espagnol, elle concernait l'indemnisation et l'accompagnement de victimes qui sont à l'étranger. Donc, Monsieur Bernard Colomba, il y a déjà une question pour vous autour du café. Vraiment, l'idée, c'est maintenant de juste souffler quelques minutes. Et vous avez identifié les intervenants.
Les questions que vous auriez en direct, allez-y, hein, sautez-leur dessus. Allez les voir. On se prend, Cécile m'a dit un quart d'heure, 10 minutes pour boire un petit café, boire un petit verre. Et puis on reprend sur la deuxième table ronde. Merci, à tout de suite.